19h, Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'information sur Al24 News à la une de l'actualité de ce 8 mai. Le monde célèbre en ce 8 mai sa victoire contre le nazisme, un certain 8 mai 45, un anniversaire qui intervient cette année dans un contexte bien particulier, celui du retour de la guerre en Europe. 8 mai 45, une date tout aussi importante pour le peuple algérien qui commémore les massacres et crimes commis par le colon français à Sétif, Kharrata et Guelma. Énergie, le Nigeria opte pour le projet d'oléoduc algérien en détriment du Maroc. Abuja estime les infrastructures algériennes plus rentables. Et puis Palestine, nouvelle provocation par l'armée d'occupation sioniste. Ce dimanche, des dizaines de colons ont envahi une nouvelle fois la mosquée d'Al-Aqsa. Un jeune Palestinien est lui tombé en martyr, tué par balle, a annoncé le ministère palestinien de la Santé. Et nous entamons cette édition par les célébrations dans le monde de cette date historique du 8 mai 45, une victoire avec un grand V contre le nazisme. Il y a 77 ans, la barbarie nazie, ce système politique et idéologique basé sur la négation de l'humanité, était vaincu. Ce fut au prix du sacrifice de dizaines de millions de vies, résistants, combattants, antifascistes et alliés. Cet anniversaire intervient cette année dans un contexte bien particulier, celui du retour de la guerre en Europe. Soïla Kilal. 8 mai 45, 8 mai 2022. 77 ans sont passés depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une date anniversaire que le vieux continent célèbre, divisé et affaibli. Fraîchement investi, le président français Emmanuel Macron a commémoré ce dimanche la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Une cérémonie particulière dans un climat marqué par une percée historique de l'extrême droite en France, mais également par le conflit en Ukraine. D'ailleurs, Macron a participé plus tard dans la journée à une visioconférence des membres du G7 relative à la situation en Ukraine. En Italie, la veille des célébrations a été marquée par des manifestations dans les rues de Vérone. Munis de banderoles et scandant des slogans contre l'OTAN, les manifestants ont protesté contre les pratiques de l'Alliance, notamment en Ukraine, l'appelant même à quitter l'Europe. À Berlin, où une cinquantaine de manifestations organisées par des activistes russophones ou pro-russes étaient organisées à l'occasion de la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale. La police, qui redoutait des provocations, était sur les dents. Pas moins de 1500 policiers venus de toute l'Allemagne étaient mobilisés rien que dans la capitale. Les manifestants n'avaient pas le droit d'arborer des drapeaux russes ou ukrainiens, d'entonner des chants militaires ou de porter l'uniforme. La Russie, qui mène une offensive en Ukraine depuis le 24 février dernier, célébrera lundi 9 mai la victoire sur l'Allemagne nazie. Un défilé militaire marquera le 77e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique, comme l'appellent les Russes. Ce rassemblement est aussi accompagné par une marche appelée « Régiment immortel ». 8 mai 45, c'est aussi une date historique pour le peuple algérien qui commémore les terribles massacres commis par la colonisation française. Le 8 mai, institué depuis 2 ans aux Journées nationales de la mémoire par le président algérien qui, dans un message à la nation, réaffirme la responsabilité de l'État et son engagement envers son capital historique. Sofiane Baroudi. La commémoration de la Journée nationale de la mémoire est l'occasion pour rappeler l'horreur de la nuit coloniale qui s'est manifestée brutalement contre le peuple algérien, victime des terribles massacres du 8 mai 45. L'occultation de ces événements tragiques, à l'instar d'autres ignominies perpétrées par le régime colonialiste, se veut le ferment de la volonté de connaissance profonde et de recherche de la vérité au service de la justice. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'instrument juridique qui a servi à la France pour étouffer son crime colonial, pour étouffer le nombre d'assassinés, le nombre de tués par jugement irréguliers et illégaux, le nombre de personnes
qui ont fini dans des fours crématoires. Le nombre des disparus en Algérie commence déjà, bien avant 1945, et il continue. Cette date, au grand aura symbolique, a été instituée en Algérie, Journée nationale de la mémoire, par le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune. Le président algérien a rappelé dans un message à la nation que les atrocités perpétrées à Stéf, Guelma et Kharrata et dans d'autres villes le 8 mai 1945 sont témoins de massacres hideux qui ne sauraient être oubliés. Ils resteront gravés par leur tragédie affreuse dans la mémoire nationale, mais également dans le référentiel historique dont les bases ont été jetées vaillamment par le combat de notre peuple contre l'injustice du colonialisme et en quête de la liberté et de la dignité. La Journée nationale de la mémoire est non seulement le lieu de commémoration des sacrifices incommensurables consentis par la résistance algérienne, mais aussi la matrice voulue pour une étude approfondie de la glorieuse histoire du peuple algérien. Le sujet du 8 mai 1945 a toujours été abordé sur le plan factuel, c'est-à-dire les faits. Et encore, les faits n'ont pas été bien détaillés, parce que le secret des faits continue à croupir dans les tiroirs du ministère de la Défense, dans les archives secrètes de l'armée. La commémoration de ce crime contre l'humanité coïncide paradoxalement avec celle de la victoire sur la barbarie fasciste. Cette journée se veut également le symbole des sacrifices consentis et de la lutte épique menée par le mouvement national de libération pour rompre les chaînes de la servitude coloniale. La République algérienne démocratique et populaire s'inscrit résolument dans l'héritage du combat révolutionnaire et maintient authentiquement son attachement aux grands principes historiques qui ont forgé le caractère de son peuple et de ses institutions. Focus à présent sur l'armée rouge qui a joué un rôle primordial dans la rupture majeure de la Deuxième Guerre mondiale ainsi que la victoire contre le nazisme le 8 mai 1945. L'Union soviétique fut le maillon fort de ce conflit, pour ne pas dire décisif, événement historique naïvement occulté par l'Occident. Imen Merat. L'Union soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale a joué un rôle décisif dans la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie et les autres puissances de l'Axe, particulièrement sur le théâtre d'opérations européen. Le 22 juin 1941, Adolf Hitler lance une invasion de l'URSS. Joseph Staline, ancien chef de gouvernement de l'Union soviétique, était convaincu que la machine de guerre totale des Alliés finirait par paralyser Berlin. En effet, les Soviétiques parviennent à stopper l'avancée éclair de Wehrmacht à environ 30 km de Moscou. Au fil du temps, l'Union soviétique repoussa les attaques de l'Axe, à l'instar de la bataille de Stalingrad et de la bataille de Koursk. Se précipita vers la victoire lors de grandes offensives soviétiques, telles que l'offensive Vistula-Oder. Lors de la conférence de Téhéran en 1943, Staline rencontre Winston Churchill et Franklin D. Roosevelt afin de déclencher une guerre sur deux fronts contre l'Allemagne, mais surtout pour discuter de l'avenir post-guerre de l'Europe. À Reims, l'Allemagne signa la reddition sans condition de son armée face aux Alliés le 7 mai 1945, le 8 à Berlin. Cependant, pour éviter la possibilité d'une éventuelle capitulation illégitime, Joseph Staline a exigé une seconde signature au lendemain. L'annonce de la capitulation de l'Allemagne le 9 mai 1945 marqua la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Repousser la plus grande invasion de l'histoire en arrivant à troquer la donne jusqu'à la victoire finale à l'Est a vraisemblablement nécessité une abnégation démesurée de la part de l'Union soviétique, enregistrant l'une des plus grandes pertes démographiques avec au total de plus de 20 millions de victimes russes, soit environ un tiers de toutes les victimes de la Seconde Guerre mondiale. Un tribut très lourd à payer par les Soviétiques, auquel des années après, on leur a dénié le mérite de cette victoire. Direction l'Ukraine, 74e jour depuis le début de l'offensive militaire russe. Des bombardements au Donbass et à Odessa ont marqué cette journée. Au même moment, l'appui occidental pour Kiev ne faiblit pas, notamment pour ce qui est des aides militaires et financières. Les détails avec Amin Touta. De Lugansk à Odessa, le langage des armes n'a pas connu de répit en Ukraine en ce 74e jour du conflit. Dans la région du Donbass, à l'est du pays, une école a été visée par des bombardements où près de 90 habitants s'étaient réfugiés. Selon le gouverneur de la ville, au moins 60 personnes sont portées disparues et 27 individus étaient secourus. La même source indiquait que les ambulances effectuaient leur travail durant la nuit en raison des raids aériens.
Au cours des derniers jours, les forces russes ont intensifié leurs bombardements dans la ville, située dans la partie sous contrôle ukrainien de la région du Donetsk. Sur le front sud-ouest, la défense russe a annoncé ce dimanche qu'une frégate et 3 avions de combat ont été détruits au large de la ville portuaire d'Odessa. Avant cette opération, 3 aéroports militaires ukrainiens ont été ciblés dans le sud du pays à l'aide de missiles à longue portée. Côté occidental, la Grande-Bretagne a annoncé dimanche qu'elle fournirait une aide militaire supplémentaire de 1,3 milliard de livres sterling à l'Ukraine. Une nouvelle aide qui doublerait l'engagement de Boris Johnson pour Kiev. En parallèle avec une réunion en vidéoconférence entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et les dirigeants de 7 pays occidentaux à la veille des célébrations commémorant la victoire de Moscou sur l'Allemagne le 9 mai 1945. Et en rapport avec l'Ukraine toujours, le ministre algérien des Affaires étrangères, Lamtallah Mamra, a eu une conversation téléphonique avec son homologue ukrainien Dimitro Kuleba. En plus des relations bilatérales dans divers domaines, les attaques de la Russie contre l'Ukraine, les efforts pour une solution politique et la sécurité alimentaire internationale ont été discutés au cours de cette réunion. Lamamra, dans une déclaration sur son compte Twitter, a déclaré donc que l'appel téléphonique était constructif. Le projet de l'oléoduc Abuja-Algérie avance vers sa concrétisation. Comme nous vous le disions en titre, le ministre nigérian de l'énergie a estimé lors d'une conférence de presse à Abuja que le calendrier économique et la rentabilité financière de la ligne de transit algérienne vers l'Europe sont bien supérieurs par rapport au projet parallèle proposé par le Maroc, soulignant que relier le gaz de son pays à l'Algérie, c'est le relier directement à l'Europe, compte tenu des infrastructures et des lignes de transport algériennes déjà prêtes. Si nous pouvons acheminer le gaz vers l'Algérie, nous aurons atteint l'Europe. L'Algérie dispose d'infrastructures et de lignes de transport prêtes pour l'Europe. Nous avons d'ailleurs déjà commencé à étendre le réseau de gazoducs vers l'Algérie. 11 militaires ont été tués samedi en Égypte en déjouant une attaque terroriste à proximité du canal de Suez dans le Sinaï, péninsule du nord-est du pays, a rapporté l'armée. Ce bilan est l'un des plus élevés enregistrés par les forces égyptiennes depuis des années dans le pays. Le dernier attentat d'importance au Caire remonte à mai 2020 quand une attaque a visé les pyramides de Gizeh dans le sud-ouest de la capitale, faisant 17 blessés. L'Algérie, de son côté, a condamné dans les termes les plus forts cette attaque terroriste, faisant donc plusieurs morts et blessés dans les rangs des forces armées égyptiennes. Et ce 8 mai, marqué par des manifestations en Tunisie, des centaines de personnes ont manifesté ce dimanche dans le centre de la capitale au soutien au président Kais Saïed et les mesures qu'il prône pour redresser le pays. Décrié comme une dérive autoritaire par ses adversaires, les manifestants dénoncent également les ingérences étrangères. Leïla Guertal. En Tunisie, les factions politiques et la société civile ayant soutenu le mouvement du 25 juillet sont sortis pour faire porter leur voix auprès du président Kais Saïed et lui demander de précipiter ces réformes et de transférer les personnes soupçonnées d'intelligence avec des forces étrangères, notamment certains partis politiques désavoués par la société civile, à la justice. Les manifestants pacifiques dénoncent également les dépassements de certaines ambassades basées à Tunis et dont les représentants ne respectent pas l'use diplomatique, transgressant à volonté les droits qui gèrent ces relations. Ingérence dans les affaires internes du pays, des publications malvenues, des sorties et des rencontres avec des forces politiques de l'opposition, telles An-Nahda, organisation de séminaires et de réunions, autant de marques d'ingérence dénoncées par la société civile tunisienne. Ce groupe se fait appeler le groupe des 7, c'est-à-dire les 7 ambassadeurs. 5 Européens, 1 Américain et 1 Canadien. Ceux-ci agissent en terrain conquis, se permettant même d'émettre des avis sur les décisions du président Kais Saïed. Un comportement qui a engendré la colère des Tunisiens. Ces derniers en appellent à la clairvoyance du président pour mettre des lignes rouges à ces atteintes insidieuses à la souveraineté de la Tunisie.
Et pour parler de ces manifestations en Tunisie, nous rejoignons en direct via visioconférence Monsieur Rafat Habib, géopoliticien et chercheur universitaire. Bonsoir Monsieur Habib. Bonsoir. Alors, vous avez participé à cette marche des Tunisiens qui se sont rassemblés à Tunis. Que pouvez-vous nous dire sur cette manifestation et surtout ses revendications ? La revendication première est de continuer dans le même chemin qui était tracé par les grandes manifestations de ce qu'on a appelé le mouvement du 25 juillet. Ça veut dire transférer devant la justice tous les partis politiques et les personnalités qui ont versé dans la corruption en Tunisie pendant les 10 dernières années. Mais surtout, on a remarqué que depuis à peu près 9 mois, certains partis politiques qui ont perdu le pouvoir ont commencé vraiment à ouvrir une très grande porte face à l'ingérence des ambassadeurs et des consuls étrangers en Tunisie. De sorte à ce qu'on assiste pratiquement aujourd'hui dans les journaux télévisés à des comptes rendus de visite d'un ou de 2 ambassadeurs à des partis politiques qui ne pèsent plus rien en plus sur l'échiquier politique. Et tout le linge sale du pays est présenté à ces ambassadeurs, lesquels, je rappelle, n'ont strictement contribué aucunement à relever ni l'économie de la Tunisie, ni à participer à résoudre les problèmes économiques dans lesquels se débat notre pays. Donc, l'un des slogans les plus importants qui ont été criés aujourd'hui, c'est de demander à ce que on arrête ces ingérences dans la politique intérieure de la part des forces, des puissances étrangères dans notre pays. Alors, Monsieur Habib, vous parlez donc d'ingérence étrangère. Comment cette ingérence s'est-elle manifestée pour susciter autant de colère ? Eh bien, vous savez, la Tunisie dernièrement a demandé à avoir un prêt auprès de la Banque mondiale. Eh bien, certains ambassadeurs n'ont pas caché leur intérêt pour cette demande de crédit et ont commencé même à dire que ce crédit ne sera alloué à la Tunisie que lorsqu'il y a des changements dans l'attitude du président Kais Saied. Ça veut dire l'acceptation de la participation aux négociations politiques et au grand débat national pour des partis qui ont été décriés par la foule et qui ont été chassés du pouvoir grâce à un soulèvement le 25 juillet dernier. Donc, aujourd'hui, on fait miroiter aux Tunisiens l'aide internationale ou même le crédit auprès de la Banque mondiale en contrepartie justement d'une acceptation de l'ingérence directe des puissances occidentales et surtout des partis politiques qui sont devenus en fait des entreprises à la solde de ces puissances. Très bien, merci beaucoup Monsieur Rafat Habib d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes géopoliticien et chercheur universitaire. Et le sort des détenus de Gdeim dans le dossier du Sahara occidental, de Gdeim Ezik exactement, est toujours au cœur des préoccupations du peuple sahraoui. 12 ans après leur détention, les familles et les proches refusent de baisser les bras et continuent leur mobilisation sans relâche pour faire valoir leurs droits, le droit de leurs enfants. À cet effet, une visioconférence est prévue ce mardi à Rabat avec la participation d'éminents juristes, avocats et militants internationaux. Plusieurs thématiques seront abordées à cette occasion, notamment la question des droits humains dans les territoires occupés. Tininan Makassi. Près de 12 ans après le démantèlement dans la violence et le sang du camp de Gdeim Ezik dans les territoires occupés du Sahara occidental, les familles des détenus du peuple sahraoui continuent à se mobiliser sans relâche, non seulement pour mettre à nu les conditions de détention des prisonniers, mais aussi pour dénoncer l'instrumentalisation de la justice et les procès non équitables dont sont victimes les Sahraouis. C'est dans ce sillage que les familles des détenus du groupe de Gdeim Ezik organisent ce mardi une visioconférence à Rabat. Une rencontre à laquelle seront conviés d'éminents juristes, avocats, mais aussi défenseurs internationaux des droits humains.
Pour rappel, le 8 novembre 2010, un assaut a été donné par la gendarmerie marocaine dans le camp de Irdemizik El Ayoun. Le dit camp a été installé 2 mois auparavant pour dénoncer les conditions socio-économiques des Sahraouis. Cet assaut coûtera la vie à 36 Sahraouis et près de 163 personnes seront interpellées selon le Polisario. Parmi eux, 24 activistes seront jugés par le tribunal militaire de Rabat. Ils ont été condamnés pour constitution de bandes criminelles, de violences sur force de l'ordre ayant entraîné la mort avec préméditation et mutilation de cadavres, avec des peines variant entre 20 ans de prison ferme à la perpétuité. En dépit de la mobilisation mondiale, les exactions à l'encontre des détenus du groupe de Irdemizik se poursuivent. Pas loin que le mois d'avril dernier, le Comité des Nations Unies contre la torture a condamné le Royaume du Maroc pour fait de torture et de mauvais traitements sur le prisonnier sahraoui du groupe de Irdemizik, Mohamed Bourial. Direction le Moyen-Orient, les provocations de l'entité sioniste se poursuivent dans les territoires occupés. Des dizaines de colons ont envahi une nouvelle fois ce matin la mosquée d'Al-Aqsa, empêchant à des dizaines de Palestiniens de prier dans l'enceinte de la mosquée. L'armée d'occupation qui a tué par balle un Palestinien tombé en martyr au sud de la ville de Toul-Karm, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Nouhad Belkhat. Des dizaines de colons ont envahi tôt ce matin la mosquée Al-Aqsa sous la protection de la police de l'occupation, empêchant ainsi les fidèles palestiniens d'y pénétrer pour y accomplir la prière du matin. Énième provocation pour les sionistes qui ont également effectué plusieurs tours sur l'esplanade des mosquées pour perturber le calme qui y régnait, faisant plusieurs blessés sur leur passage. Il ne s'agit pas de la première incursion de colons dans les lieux saints de l'islam. Al-Aqsa est souvent ciblé par les assauts israéliens. C'est notamment grâce aux réseaux sociaux que l'entité sioniste réunit ses troupes et coordonne ces nombreux assauts. Israël poursuit ainsi sa politique de répression et de terreur dans les territoires occupés. Près de 4000 logements seront bientôt construits dans les colonies sionistes en Cisjordanie. Une totale violation du droit international. Ces projets s'inscrivent dans la politique d'agression continue et croissante de l'occupation contre le peuple palestinien et qui représentent des crimes de nettoyage ethnique. Retour en Europe, en Irlande du Nord plus précisément. Nous vous en parlions déjà hier avec cette victoire historique qui se dessine pour le Sinn Féin aux législatives. Le triomphe de ce parti républicain s'annonce quasi total dans ces élections. Ce nouveau rebondissement laisse entendre une volonté de réunification entre l'Irlande du Nord et le voisin du Sud, en dépit des obstacles engendrés par le Brexit. Neila Hamoud. C'est une victoire historique pour le Sinn Féin. Le parti nationaliste irlandais a remporté le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée à Belfast pour la première fois depuis un siècle. Ce triomphe ouvre la voie à un rapprochement avec Dublin et une éventuelle revendication par le parti aux couleurs vertes des législations européennes et aux clauses post-Brexit. Les accords commerciaux entre l'Irlande du Sud et le voisin du Nord, ainsi que le statut de la frontière, la circulation des personnes et des conventions de pêche seront dans l'agenda des relations entre les deux Irlandes d'une part et entre l'île britannique et Bruxelles d'autre part. Sur le plan interne, le Sinn Féin prône la réunification de toute l'île, alors que son principal concurrent, le DUP, est favorable à la couronne britannique. Mais les deux partis vont devoir trouver un terrain d'entente, car l'accord du Vendredi Saint, signé il y a 24 ans, prévoit une gouvernance partagée. En l'occurrence, un Premier ministre nationaliste ne peut gouverner sans un vice-premier ministre unioniste. Les pourparlers de la constitution d'un gouvernement s'annoncent d'ores et déjà compliqués et le risque de paralysie plane. Les unionistes envisagent de faire barrage à toute formation gouvernementale jusqu'à ce que les arrangements sur le Brexit soient complètement révisés. Ils ont fait campagne contre le protocole de Belfast, craignant un blocus frontalier. Autre discipline, le tennis de table. La sélection algérienne a remporté la médaille d'or par équipe dans le cadre du tournoi de la zone Afrique du Nord, qualificatif au championnat d'Afrique et au mondial 2023. Organisé à Tipaza, la sélection algérienne a commencé par battre son homologue tunisienne sur le score de 3-2 avant de prendre le dessus sur le Maroc 3-0 et finir par s'imposer face à la Mauritanie par une victoire 3-0. Le tournoi qualificatif constitue une excellente étape de préparation des athlètes appelés à prendre part aux Jeux méditerranéens prévus en juin à Oran.
Culture pour clore ce journal après une première édition du festival du film d'Imdrassen, couronné de succès, début ce mardi à Batna, de la deuxième édition, avec la participation de 24 pays qui présenteront au total 29 courts-métrages, un festival qui sera également animé avec plusieurs ateliers en présence d'un nombre de cinéastes arabes. L'événement présentera également, en dehors de la compétition officielle, un certain nombre de longs-métrages algériens. C'est avec cette information que nous arrivons à terme de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, l'info du ciel, la météo du monde présentée par Madame Zienne Zitouni. Bonne soirée à tous. Restez fidèles à Al 24 News.